Bonjour tout le monde. Voilà, on en était resté à la suite du premier épisode au principe d'équivalence dont je vais parler maintenant très rapidement. Voilà, on parle de relativité générale et le principe d'équivalence est très très important dans le cadre du temps. Alors voilà comment c'est arrivé. Einstein, qui avait toujours des expériences de pensée absolument extraordinaires sur des constatations finalement très naïves, arrivait à des conclusions renversantes. Là, en l'occurrence, il a remarqué que quand on chutait, on ne ressentait pas son poids. Ça, c'est extraordinaire. Et comment ça se fait que quand on est sujet à la gravité, c'est là justement on ne ressent pas son poids. C'est en quelque sorte un peu l'effet qui annule la cause. Extraordinaire. Alors ça l'a amené à cette petite expérience de pensée où il s'est représenté un astronaute qui serait dans une fusée. C'est l'image de gauche. On voit que la fusée est en accélération là. Mais imaginons qu'elle ne le soit pas. L'astronaute serait dans l'espace en apesanteur. Alors on imprime à la fusée une petite accélération de 1G, ce qui a pour effet de plaquer l'astronaute au sol. Et qu'est-ce qu'il ressent l'astronaute? Il ressent 1G, c'est-à-dire l'équivalent de son poids. Alors Einstein s'est dit, mais finalement s'il n'y a pas de hublot et que l'astronaute ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur, il n'y aurait aucune différence de ressenti pour lui par rapport à une situation où on aurait simplement posé la fusée sur le sol, sur la Terre, comme on le voit dans l'image de droite, où là aussi il ressentirait exactement son propre poids, c'est-à-dire un G. Alors il s'est dit, mais alors ça, au fond, la gravité qu'on ressent sur Terre, ça n'est autre qu'une sorte d'accélération. Et c'est là que vient le fameux principe d'équivalence. La gravité est comme une accélération. Alors en quoi est-ce que ça concerne le temps tout ça? Vous allez me dire. Bon, voyons une autre idée qui est celle-ci. On se trouve toujours dans l'espace. Cette fois-ci, on est dans une fusée. C'est l'image de gauche. L'observateur, l'astronaute, il est au sommet de la fusée, puis il regarde ce qui se passe en bas. Et en bas, il y a un laser qui lui envoie des photons de lumière les uns après les autres. Là, on en compte une dizaine. La fusée est au repos, elle est en mouvement inertiel. Puis tout à coup, on lui imprime une accélération, mais cette fois-ci une accélération bien plus sportive que 1G, le genre d'accélération qui va permettre à la fusée d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Alors, il regarde toujours le laser d'en bas qui lui envoie les photons, mais cette fois-ci, les pauvres photons, eux, ils voyagent à la vitesse de la lumière. Ils ne peuvent pas accélérer pour rattraper la fusée qui elle-même est en accélération. Alors qu'est-ce qui se passe? L'effet de tout ça, c'est qu'il y a un décalage. Et alors que le laser envoie les photons un par un avec des intervalles de temps de 1 seconde, eh bien l'observateur, l'astronaute qui est dans la fusée qui est en accélération, il voit progressivement le décalage entre l'arrivée des photons se dilater, l'écart de temps se dilater. Il voit les photons apparaître dans le rouge, c'est ce qu'on appelle le redshift. Et comparativement à l'autre situation, la fusée était en mouvement inertiel, sans accélération, lui, il n'en compte que 5 de photons. Et contrairement à d'autres fusées dans laquelle on en a compté 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il a grillé moins de photons et que les intervalles de temps se sont dilatés relativement aux intervalles de temps dans la fusée qui est en mouvement inertiel, au repos. Alors, moins de photons, moins de secondes finalement, parce qu'il y a dilatation des secondes en quelque sorte. Eh bien ça veut dire moins de temps écoulé, une durée moindre. Et quand on rapproche les deux horloges, eh bien on voit effectivement que l'horloge qui était située dans la fusée en accélération a marqué une durée moindre que l'horloge située dans la fusée qui n'était pas en accélération. Ça, c'est le principe d'équivalence. Alors, il faut qu'on s'en rappelle maintenant pour dire que ce principe d'équivalence nous dit que ce qui se passe dans une fusée accélération, c'est exactement ce qui se passe sur Terre. Le principe d'équivalence, la gravité est comme une accélération.
Alors quand on est sur Terre, proche d'un centre de gravité, du centre de gravité terrestre, eh ben, notre durée s'écoule moins vite que si on était éloigné de ce centre de gravité. Et voilà l'effet sur le temps qu'a la gravité terrestre. Et toutes les gravités d'ailleurs, avec un paroxysme évidemment là où elle est très importante, c'est-à-dire dans les trous noirs. Bon, pardonnez-moi, ma cigarette vient de s'éteindre, je la rallume. Je fume une cigarette, ça me donne de la contenance, que j'ai pas l'habitude de ces conférences comme ça en live. Et je m'en mêle les pinceaux un petit peu, donc je vais essayer d'être un petit peu plus efficace dans mon délit là. Voyons ce qui se passe par la suite. Ah ben voilà, ouais. Voilà ce que nous en dit Carlo Rovelli. Il nous dit que les choses tombent là où il y a plus de temps. Bon, on en a terminé avec les durées propres, et maintenant on va attaquer la flèche directionnelle. Et la fameuse question de l'entropie, ou plutôt la deuxième loi de la thermodynamique. Ça, c'est l'image de Boltzmann, le grand Boltzmann, qui a pondu cette équation absolument extraordinaire, qui est l'équation de l'entropie. Alors, S, c'est l'entropie. S égale K, c'est la constante de Boltzmann, fois le logarithme de W. Alors, il faut que j'explique ce que c'est que S et ce que c'est que W. D'abord, je commence par W. En W, on se place dans un système fermé, par exemple, une boîte qui contiendrait un gaz. Et bien, toutes les molécules de ce gaz s'agitent les unes et se rencontrent les unes contre les autres. Et bref, il y a une agitation permanente qui fait que le gaz va finir par atteindre un équilibre qu'on dit être un équilibre thermodynamique. Eh bien, W, c'est la quantité de tous ces agissements, de ces particules élémentaires qui font que finalement le gaz, arrive à cet équilibre thermodynamique. Et plus il y a d'agissements différents susceptibles d'amener à cet équilibre final thermodynamique, plus l'entropie est élevée. Et l'entropie, c'est cette lettre S, qui désigne au fond une espèce de quantité de désordre, mais je mets désordre entre guillemets. Mais c'est vrai que finalement, quand on laisse les choses aller à volo, eh bien, elles vont finir par essayer de rejoindre un équilibre, et ceci dans une espèce de sorte de désordre qui fait qu'on va perdre complètement toute trace de l'information concernant le détail des agissements individuels des particules qui ont été ceux qui ont conduit à cet état d'équilibre thermodynamique. C'est pour ça qu'on dit que l'entropie, c'est là où va s'évanouir l'information. Pourquoi? Parce que l'information, justement, sur tout le détail de ces agissements des particules élémentaires constitutives du système dans son ensemble, eh bien, tous ces agissements nous échappent totalement. Il est impossible de retrouver le détail de tous ces agissements. Je vais y arriver. Je parle trop vite. Bon, alors ça, c'est l'entropie. Alors, le chemin de l'entropie, quel est le rapport par rapport au temps? Vous remarquez que ce qu'il faut dire à propos de l'entropie, c'est que dans un système fermé, eh bien, l'entropie, le chemin de l'entropie fait qu'elle a tendance à augmenter, sans arrêt, sans retour possible. C'est-à-dire, elle ne fait qu'augmenter. Et ça, c'est une évolution qui est non linéaire, qui rappelle quoi? Qui rappelle l'évolution du temps. Le temps, c'est ce qui fait qu'on va de notre naissance à notre mort de manière irréversible. Eh bien, le chemin de l'entropie, c'est ça. C'est le chemin vers l'équilibre thermodynamique et le chemin qui fait que l'entropie, dans un système fermé, ne fait qu'augmenter. Alors, je mets un bémol. C'est une loi statistique, donc les probabilités pour que l'entropie diminue sont, disons, particulièrement faibles et presque nulles. C'est pour ça qu'on se permet un raccourci en disant que l'entropie ne fait que d'augmenter. Alors comment ça se passe dans une petite image que je vais montrer ici? Alors ça, c'est pas un système fermé, mais on va considérer que c'est un système fermé, là, pour les besoins de la cause. Qu'est-ce que je montre sur la première image? Un verre de lait chaud, un sachet de chocolat, et puis le journal du matin de la ville où j'habite, le journal de Genève. En fait, ça, c'est mon petit déjeuner du matin.
quand je fais l'effort de ne pas prendre de croissant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le chocolat va commencer à se diluer dans le lait. C'est la deuxième image. La troisième image, la dilution continue. Puis alors ça devient quand même très compliqué pour essayer d'expliquer ce qui se passe là. Parce qu'on voit qu'il y a un peu de chocolat qui reste en haut, un moins qui est sur la droite. À l'évidence, il y en a plus sur la droite du verre qui s'est dilué, moins à gauche. Puis on en voit un petit peu vers le bas. Bref, ça devient quelque chose de très 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 compliqué à expliquer. Puis au bout du compte, on retrouve quelque chose de très 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 simple. Un simple chocolat chaud est toujours le journal du matin. Autrement dit, le chemin de l'entropie va de la simplicité à la simplicité en passant par une évolution de la complexité. Alors il faut entendre que la complexité, on peut l'entendre de deux manières. On peut dire que on peut parler du système très sophistiqué par exemple. Mais là, le sens de complexité, c'est plutôt plein d'éléments qui nous échappent complètement et dont on a perdu la trace et l'information qui les concerne nous échappe complètement. C'est donc ce que je disais à propos du gaz que j'ai utilisé dans ma première image. Alors ça, en fait, c'est valable dans un système fermé. Alors le seul véritable système fermé, c'est l'univers. Et pourquoi l'univers est un système fermé? Parce que l'univers soit fini ou infini, c'est un système fermé par définition, dans la mesure où s'il devait être un système ouvert, il serait ouvert sur quelque chose d'autre que lui-même. Or, il n'y a rien d'autre que l'univers, puisque l'univers est tout ce qui existe. Donc, par définition, l'univers est un système fermé. Alors, voilà ce qui se passe dans l'univers. Il y a ce chemin de l'entropie qui est à l'heure, et qui va, si on regarde la première image de gauche, il faudrait que j'aurais besoin d'un crayon là. Ah, voilà. Dans cette image de gauche, on voit ce qu'on appelle l'humeur de Planck. C'est le premier milieu dont on peut faire une description. Alors qu'est-ce qu'il y a là dans ce milieu-là, dans l'histoire de l'univers? Il y a de la lumière et puis il y a une soupe de quark, enfin vraiment quelque chose de très élémentaire. Alors ce milieu-là, on le décrit très simplement par trois éléments: la densité qui est maximum, la température qui est maximum, puis une longueur de Planck qui est la longueur minimum. Alors ensuite, on va voir l'évolution de l'univers qu'on connaît. Dans l'histoire de l'univers, on va voir qu'il y a le champ de Higgs qui entre en scène et qui va, par brisure spontanée de symétrie, pouvoir accorder leur masse au repos aux particules de matière. Et puis, quelques 380 000 ans après, on voit la première lumière qui s'est libérée et qui a pu nous donner ce qu'on voit dans le fond diffus cosmologique, puis ensuite la formation des galaxies, des étoiles, des planètes, etc. Et tout ça se termine ça se termine dans les trous noirs. Et dans les trous noirs, dont on voit la première photo ici de M87, du trou noir de M87, qu'on a fait se faire l'année passée, eh bien, on voit un trou noir dont on explique les éléments de manière très très simple. Un trou noir, c'est une masse, une charge électrique et un moment angulaire, c'est tout. Alors, vous voyez qu'on a rejoint la simplicité là, mais dans un milieu d'entropie maximum, alors que nous l'avions la simplicité dans un niveau d'entropie minimum au tout début, au mur de Planck. Alors c'est ça l'entropie, et puis son rapport au temps, je vous l'ai dit, c'est le fait que c'est un chemin qui est irréversible. Au fond, cette équation-là nous parle de l'irréversibilité du temps, et donc de sa flèche directionnelle. Et ben voilà les enfants, on a terminé avec l'élément qui est l'élément temps propre, en parlant très brièvement de relativité restreinte et de la relativité générale. Donc les temps propres qui sont dissociés, désynchronisés les uns des autres. Il n'y a plus de temps universel. Et puis on a parlé de la flèche directionnelle du temps en évoquant le chemin de l'entropie. À un moment, c'est le moment de commencer à parler de choses très 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 rigolotes. On va bien s'amuser. C'est ça qui nous arrive. Ça, on va parler de mécanique quantique, et ça c'est l'image du congrès Solvay, le fameux congrès Solvay de 1927, qui a réuni tous les plus grands physiciens de la planète. Et si je ne me trompe pas, il y avait 15 prix Nobel là au milieu. Alors la mécanique quantique, ça a démarré bien avant avec ce bonhomme là. Oups, pardon.
Elle était un peu trop loin. Je suis revenu en arrière. Je vais en avant. Voilà ce bonhomme-là que j'ai encerclé. Et il est arrivé avec cette formule dont on a déjà parlé, vous savez, au sujet de la fréquence. Vous savez, ça. Ah, ça c'est une fréquence qui augmente. Ah, ça, la fréquence devient très, très importante. Eh bien, la fréquence, c'est donc l'énergie qui est égale à la fréquence multipliée par la petite constante de Planck. Alors Planck, il s'est posé la question sur le problème de l'émission de corps noirs, enfin le problème du spectre de corps noirs. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est en s'interrogeant sur cette question qu'il est arrivé à cette conclusion que finalement, l'énergie se distribuait par quanta, par petits paquets. Et donc, plusieurs années après, en 1905, j'espère que je ne vais pas me tromper dans mes flashs là. Ouais. Non, je ne me trompe pas. En 1905, on retrouve le jeune Albert, et en fait, voilà le papier qu'il a écrit qui lui a valu le prix Nobel. C'est un papier qui parlait de l'aspect corpusculaire de la lumière. Alors, on connaissait déjà cette dualité onde-corpuscule finalement dans la lumière elle-même. Quand on a fait les fameuses expériences des fentes de Young, on voyait que la lumière, clairement, elle avait un aspect ondulatoire, dans la mesure où on voyait des franges d'interférence apparaître. Et on va voir plus tard que c'est bien le cas. Hein. C'est le cas même pour les photons pris individuellement. Donc, pour en revenir à Einstein, en 1905, il a écrit ce papier où, pour expliquer l'effet photoélectrique, eh bien, il a repris l'idée que la lumière, qui avait un aspect dont on savait qu'il était ondulatoire, pouvait également revêtir un aspect corpusculaire. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que ce n'était pas l'intensité de la lumière qui avait pour effet de bousculer les électrons quand elle tapait une plaque de métal. Non, non, non. C'est la quantité d'énergie qui tapait la plaque de métal, qui avait pour effet de bousculer les électrons en question, et qu'il suffisait d'un seul petite particule de lumière, un petit quanta d'énergie, pour que cet effet photoélectrique ait lieu. Et que si on envoyait une lumière très très intense mais de faible énergie, ça ne faisait pas bouger les électrons, quoi. Donc ça, c'est l'effet photoélectrique. Alors, du coup, il a reçu le prix Nobel. Et puis, immédiatement après, dans la foulée, ce deuxième personnage, qui est Louis de Broglie, s'est dit, mais tiens, si Einstein nous dit que la lumière peut revêtir un aspect corpusculaire, alors qu'on sait qu'elle a un aspect ondulatoire, ça, c'est l'expérience des fentes de Young, eh bien, moi, je vais émettre l'hypothèse que la matière elle-même, massive, peut revêtir un aspect ondulatoire. Et bam, je vous épargne la formule, mais il avait raison. Reprix Nobel pour De Broglie, suite à une expérience qui a été faite par, Davison et Germer, je crois, sur des cristaux, enfin qui ont confirmé qu'effectivement De Broglie avait raison. Alors je passe très rapidement maintenant sur tout ce qui s'est passé en mécanique quantique, parce que bon, le but c'est de parler du temps quand même, et donc c'est une longue histoire. Mais là, on en vient à cette fameuse équation fondatrice qui désigne ce qu'on appelle la fonction d'onde, et ce que Erwin Schrödinger, le bonhomme qui est là en bas, a désigné comme étant la fonction d'onde. Ça, c'est l'équation de Schrödinger, la fameuse équation de Schrödinger, qui est une équation à dérivée partielle. Vous voyez que le petit temps qui est dedans. Alors, ce qu'elle a, cette équation, c'est qu'elle est déterministe, unitaire, c'est-à-dire qu'elle est réversible par inversion du petit t, justement. Donc elle est unitaire, elle est linéaire, elle est déterministe, elle est réversible par inversion de t. Et ça, en fait, ça va clasher un petit peu, même si on peut concilier cette équation, ça va clasher avec une autre dont je vais parler maintenant, et qui est très très importante en ce qui concerne le temps, à mes yeux en tout cas, qui est cette équation qu'on voit ici en haut à droite. Alors, l'équation Schrödinger, elle clash un petit peu avec cette équation qui est là en haut à droite, et décrivons-la tout de suite en disant qu'elle est aléatoire dans son principe, qu'elle résulte d'un phénomène très important, qui est la non-commutativité dont je vais parler, et qu'elle est non linéaire.
Alors ça, c'est complètement, ça clash avec l'équation de Schrödinger, hein, dont je rappelle qu'elle est déterministe et unitaire, c'est-à-dire linéaire, réversible par inversion de t. Là, on a affaire à de la non-linéarité, de la non-commutativité et du vrai hasard fondamental. Il n'est plus question de déterminisme. Bon, je sais, pour ça, peut-être pour vous, c'est du chinois, mais on va reprendre tout ça un peu plus tard. Alors, j'en reviens simplement à cette équation. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Ben, elle nous montre delta x multiplié par delta p. Alors, qu'est-ce que c'est x? X, c'est la position d'une particule. P, qu'est-ce que c'est? C'est le moment. Rappelez, le moment, c'est la vitesse fois la masse. Cette équation nous dit que le delta x multiplié par le delta p est plus grand ou égal qu'une certaine valeur, une toute petite valeur. Vous revoyez la fameuse constante de Planck, h, ici, on l'appelle h bar, parce que c'est h divisé par 2pi en fait. Alors Dirac, un peu plus tard, on va dire, bon, au lieu de chaque fois mettre h divisé par 2pi, on va l'appeler h bar. C'est h bar divisé par 2. C'est une toute petite constante, mais ça veut dire que le produit de ces deux facteurs-là, ces deux éléments, il n'est pas nul, il est plus grand ou égal à une petite valeur minimum. Alors ça, c'est une conséquence absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas arbitrairement réduire le niveau d'incertitude sur la position d'une particule sans obligatoirement, j'y arriverai, augmenter le degré d'imprécision concernant son moment. Et vice-versa. Les deux variables en question, en l'occurrence la position et le moment, ne commutent pas. Il faut choisir. Il faut choisir en déterminant x, et puis ensuite en déterminant p. Mais une fois que c'est fait, si on devait reprendre le p qu'on a trouvé pour essayer de retrouver le x qu'on avait déterminé au départ, on n'y arriverait pas. L'expérience ne peut pas se répéter. Et c'est là que l'aléatoire fondamental rentre en scène. Aucune expérience ne peut être répétée. Parce qu'il y a fondamentalement un indéterminisme intrinsèque aux éléments constitutifs des particules en question, aux variables constitutives des particules en question. Alors, ces variables, dont on dit qu'elles sont conjuguées, hein, on les observe deux par deux. Là, en l'occurrence, c'est la position et le moment, mais ça peut être aussi l'énergie ou le temps, ou ça peut être les fameux spins qui sont les moments angulaires des particules élémentaires. Alors, Heisenberg, il a eu cette idée géniale en travaillant sur la fonction de Rydrisberg, qui lui posait le gros problème, puis il s'est isolé dans une île pour soigner un problème une allergie au pollen qu'il avait, une île de la mer Baltique où il n'y avait pas d'arbres. Et puis dans une nuit, il a eu ce flash extraordinaire, cette équation qui lui est arrivée. Et ça, c'est vraiment l'équation fondatrice de la mécanique quantique. On parle toujours de mécanique quantique on donne ce nom de quantique, mais on devrait peut-être l'appeler, enfin ça c'est ce que propose un de mes amis Coran, physicien Adrien Chevalier, on devrait plutôt l'appeler la physique non commutative. Alors je crois qu'il a bien raison, en tout cas ça me parle beaucoup ça. Alors quand Heisenberg est revenu voir son prof, qui était le bonhomme qui est en bas, qui est Max Born, il a dit à son prof, c'est quand même très très bizarre cette histoire, je crois que je suis allé un peu loin quand même, qu'est-ce que tu en penses? Max Born lui dit, mais non, ça marche très bien mathématiquement, tu sais ce que tu as fait? Tu as simplement utilisé l'approche matricielle. Tu as utilisé l'approche matricielle et ça marche très très bien. Et donc moi je vais dicter une règle maintenant, qui est devenue la règle de Born, la fameuse règle de Born, essentielle en mécanique quantique, qui nous dit que la densité de probabilité de trouver une particule dans un point donné, elle est proportionnelle au carré de l'amplitude de sa fonction d'onde. Voilà. J'en reste là sur ces questions, mais j'y reviendrai. Ah, je vois que mon petit système a bougé. Je vais remettre tout ça en place rapidement. On va voir si j'y arrive très très vite, pardonnez-moi. Ah ouais, là c'est bon, ouais, touche rien. Là. Allez, on continue, et hop, on passe rapidos à ce génie,
Niels Bohr. Eh bien, Niels Bohr, basé sur l'équation d'Heisenberg, basé sur la règle de Born, s'est rendu compte que finalement, quand on observe un système quantique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Son indéterminisme de base, au fond, disparaît. Et cette fonction d'onde dont a parlé Schrödinger, eh bien, elle s'effondre, elle s'écroule. Il y a une réduction du paquet d'ondes. Donc, quand on observe un système quantique, ça a pour effet, cette observation, de réduire le paquet d'ondes, d'écrouler la fonction d'onde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école de Copenhague, dans l'interprétation de ce fameux passage entre le milieu que décrit la mécanique quantique et le milieu que décrit la mécanique classique. Alors, c'est controversé parce qu'on s'est dit, mais enfin, observer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être un être intelligent, doué d'une certaine conscience, ou observer, ça veut dire quoi? Avec des jumelles, ou à l'œil nu, ou jeter un œil rapide. Enfin, tout ça a été développé pour établir que finalement, c'était quand on effectuait une mesure sur un système que ça avait pour effet de d'écrouler la fonction d'onde. Mais ça a beaucoup interrogé Einstein, qu'on retrouve dans l'image plus bas, en discussion avec Bohr, où Einstein s'est dit, mais au fond, cette histoire de probabilité, d'indéterminisme qui fait que cette fonction d'onde s'écroule, bon, il a eu cette expérience de penser avec ses deux collègues Podolsky et Rosen, de se dire, mais bon, s'il y a deux particules dans le coup, elles sont partie intégrante du système quantique total, et si on devait les séparer, on les sépare, elles font toujours partie de ce système global tel qu'il est décrit par Heisenberg, par Born, par Bohr. Mais ça voudrait dire que finalement, elles maintiennent un certain contact entre elles. Bref, ça c'est le fameux paradoxe EPR qui a tenu en discussion Bohr et Einstein, parce qu'Einstein s'est dit, mais ça voudrait dire qu'il y aurait une action entre les deux qui serait une sorte d'action fantomatique à distance. Ça pose des problèmes avec la relativité restreinte. Vous savez qu'il y a une vitesse de communication causale maximum, c'est la vitesse de la lumière, et Einstein, ça lui posait un problème, cette affaire. Mais bref, les gens se sont dit à l'époque, écoute, laissons tomber, ça c'est l'histoire d'interprétation philosophique, la mécanique quantique ça marche, et faisons avec ce qu'on a. Alors on a commencé à faire plein de choses avec la mécanique quantique. Elle n'a jamais été mise en défaut. Son formalisme qui est absolument nickel-chrome. Ça marche complètement. Jusqu'au jour, dans les années 60, pour être précis en 1964, où ce génie qui s'appelle John Bell, qui est tout en bas, s'est dit, mais moi je veux quand même m'interroger sur cette question, sur ce fameux débat entre Bohr et Einstein sur le paradoxe EPR, et puis il s'est dit, je vais prendre une année sabbatique. Il travaillait au CERN, il a pris une année sabbatique, et puis il a été s'isoler pendant une année, et puis il a fait une formulation mathématique dont je ne parlerai pas ici, parce que ça nous mènerait complètement hors sujet, mais bref, mathématiquement, il a réussi à prouver, ou à démontrer plutôt, que, contrairement à ce que pensait Einstein, il ne pouvait pas y avoir une sorte de variable inconnue qui agirait de manière locale, et qu'il s'agirait de rechercher. S'il y avait une variable qu'on dit être cachée, c'est le terme qui s'applique, s'il devait y avoir une variable cachée, ce serait une variable de nature non locale. Et c'est ainsi que John Bell a fait la démonstration de la réalité des corrélations non locales, ce qu'on a appelé l'intrication. Alors la démonstration de Bell, je ne vous en parle pas, ça nous mène hors sujet, mais je vous invite à lire un bouquin formidable qui en parle très très bien. C'est le bouquin de Nicolas Gisin, un physicien spécialisé en optique et qui a beaucoup travaillé sur la question et qui s'appelle L'impensable hasard. Je reviendrai sur Nicolas Gisin un peu plus tard. Continuons. Alors, justement, je vais en parler un petit peu de la non-localité de l'intrication. Et oui, ça a un rapport avec le temps, vous allez voir. Alors ça, c'est Nicolas Gisin qui a fait cette expérience extraordinaire près de Genève. Et alors, il a été à Cornavin. Cornavin, c'est la gare centrale de Genève. Et il a envoyé dans les câbles à fibre optique des photons individuels, une paire de photons intriqués. Il les a séparés. Il en a envoyé un à Bernay, c'est le petit village qui est à droite, et puis un à Bellevue qui est au bord du lac, village de gauche.
Contrairement à ce que montre l'image, c'est équidistant, il y a à peu près 6 km de distance entre les deux, entre chacun des deux villages et le centre de la gare de Cornavin. Puis il a fait une expérience absolument extraordinaire, une expérience absolument extraordinaire, mais je me rends compte que j'ai déjà fait 30 minutes. Et voilà, je ne veux pas empiéter un peu plus longuement sur mon temps. 30 minutes, c'est bien, on va en rester là. Et puis, je vous dis bye bye, bonne soirée, et puis suite au prochain numéro. Allez, bonjour chez vous.